Bonjour à tous, bonjour la Wallonie. Je vais vous inviter à prendre place, s'il vous plaît. On est en direct de Créagora à Namur. Très heureux de vous accueillir dans cette salle, très heureux que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux. Très heureux, enfin, c'est vous dire si je suis heureux d'être votre hôte pour cette seconde édition de Start Now, l'événement qui récompense l'autocréation d'emplois en Wallonie. Au menu de cette cérémonie, une remise de prix, on est un peu là pour ça. 12 candidats entrepreneurs ont été sélectionnés. Ces 12 candidats, on les découvrira ensemble en vidéo et vous verrez qu'ils viennent d'horizons très contrastés. Parmi ces 12 candidats, 2 gagnants. L'un remportera le prix du jury, l'autre le prix du public. Et les 10 autres, sachez que vous recevrez toute mon admiration. Ça vaut ce que ça vaut, on est bien d'accord. On est bien d'accord aussi pour dire qu'on fait face à 12 candidats gagnants en puissance, puisque leur entreprise est désormais sur de bons rails, notamment via l'intervention de structures d'accompagnement. Il en sera beaucoup question aujourd'hui. Avant cela, l'occasion était trop belle, il fallait que l'on parle entreprise et résilience. Un conférencier viendra faire une conférence, quelle surprise! Et ce conférencier se nomme Olivier Kahn et son exposé aura pour titre, attention, rebondir après une crise, 2 points, permettre aux entrepreneurs de s'adapter aux changements imposés par le contexte sanitaire et économique et d'adopter une démarche entrepreneuriale gagnante dans le futur, tout un programme. La conférence débutera dans une petite demi-heure et durant ces 30 petites minutes, je vous rassure, je ne serai pas tout seul à tenir le crachoir puisque des invités vont venir sur ce podium, à commencer par Ève Jumel, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour. Oh, pardon. Olivier, je te laisse parler. C'est bien de dire bonjour. Oui. Très bien, bravo. Ève, donc Start Now est un événement de Starter Wallonia. Oui. Et alors, j'ai le nez creux. Mais comme vous êtes membre de Starter Wallonia, j'ai l'impression que vous allez pouvoir nous en dire un mot. Starter Wallonia, en fait, c'est une structure qui est en voie d'être créée d'un point de vue juridique, mais c'est une coupole qui réunit l'ensemble des 12 structures d'accompagnement qui sont actives en Wallonie et qui accompagnent au jour le jour des futurs porteurs de projets. Donc c'est une image commune, c'est une méthodologie commune, c'est des résultats globaux, c'est une structure qui est à même d'évoluer et de grandir. Alors, vous êtes vous-même directrice de CréaJob, qui est une SaaS. Tout à fait. Je prononce bien. Oui, SaaS. Voilà, ces structures d'accompagnement sont-elles une réelle plus-value? J'espère que vous n'allez pas me dire non. Ah bah, évidemment que c'est une plus-value, donc Olivier. En fait, la plus-value, c'est vraiment dans le mot accompagnement. Je pense qu'il y a pas mal d'opérateurs d'animation économique qui font qui aident à la création d'activités. Mais la spécificité de la SaaS, c'est qu'elle va vraiment être à côté du porteur de projet. Elle va le suivre pendant son parcours donc, de création d'activité à toutes les étapes, que ce soit dans la phase de diagnostic, de préparation de son projet, au travers d'un business plan qui sera un délivrable, au travers du test en grandeur nature et du suivi post-création. Donc, le porteur de projet a l'occasion d'échanger, d'avoir un miroir, un accompagnateur en face de lui qui le soutient et qui lui fixe des objectifs pour pouvoir développer ses compétences entrepreneuriales. D'accord. Et alors concrètement, comment ça se passe? Si moi, par exemple, Olivier Frépon, demain, je veux, imaginons, ouvrir un salon de coiffure concept qui vend des sandwichs au pâté, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai entendue. Mais comment est-ce que je fais si je veux être accompagné? Alors, donc, Olivier va téléphoner, par exemple, à CréaJob ou à Créo ou chez Jobin pour avoir un premier rendez-vous. Et puis donc là, un accompagnateur donc, va vous recevoir pour un peu faire le point sur la maturité du projet. Est-ce qu'on est encore à la stade de l'idée? Est-ce qu'on a déjà une idée de sa cible? Est-ce qu'on a déjà réalisé une étude de marché? Donc on va commencer à réaliser un diagnostic et on va voir vraiment si le porteur de projet est prêt à suivre un parcours d'accompagnement. Une fois donc la personne aura validé un petit peu son idée, il va rentrer dans une phase vraiment de préparation. Et ça se déroule comment? Ça se déroule sous forme de formation collective. On va développer, renforcer les compétences entrepreneuriales ou sous forme d'accompagnement individuel. Et donc il sera toujours en défi, il sera toujours challengé, vous serez toujours challengé sur le projet jusqu'à arriver vraiment à la réalisation du plan d'affaires et de se dire à un moment donné, est-ce que je teste ou pas mon activité sur le terrain, dans un laboratoire. Et là, vous allez pouvoir bénéficier quelque part d'un maintien de votre statut d'allocataire social, parce que c'est essentiellement des demandeurs d'emploi qu'on accompagne au travers du parcours des SaaS. Et donc, vous allez minimiser quelque part les risques qui sont liés à l'entrepreneuriat, parce que vous n'aurez pas un statut d'indépendant,
vous aurez un revenu, donc qui sont vos allocations de chômage, et vous allez commencer à démarcher, à avoir des clients, à améliorer votre stratégie commerciale, à pouvoir donc gérer vos réseaux sociaux. Donc on va vraiment renforcer toutes vos compétences de telle manière à dégager un revenu qui va être viable pour vous, donc un salaire qui va vous permettre de vous installer en tant qu'indépendant à la sortie. D'accord, alors pardonnez le profane, mais ça existe depuis longtemps? Alors les SAS, c'est quand même une petite vingtaine d'années, je dirais. Donc Créajob, nous, on existe depuis presque 16 ans là maintenant. Jobin depuis un peu plus longtemps et les autres SAS un peu moins longtemps. Donc vraiment, on a commencé en expérience pilote. On a eu la chance d'être soutenu par l'Europe. Donc ça, c'est vraiment de l'innovation sociale qu'on a mis en place. Et donc là, maintenant, la région nous a fait vraiment confiance et nous a vraiment coulé dans un décret, dans un cadre juridique et qui permet donc d'avoir 12 SAS qui sont actives et agréées en Wallonie. Et ça n'existait pas avant? C'est ça la spécificité des SAS? Avant, ça n'existait pas. Donc, c'est une expérience pilote qui émerge de la France, en fait. On est allé voir à un moment donné en France le modèle des couveuses entreprises et des coopératives d'activité. Il y a énormément de structures d'accompagnement à l'autocréation d'emplois en France. Il faut le savoir, ils sont beaucoup plus nombreux. Et c'est là où on s'est dit, tiens, il manque quelque chose dans le jeu d'échecs. Et on s'est dit, on va essayer de les s'aimer ici, en Wallonie. Et puis ça marche, puisque maintenant, ça fait 20 ans qu'on existe et je suppose que ça continuera, oui. Ok, quelque chose à ajouter? Non, peut-être dire aussi que les SAS font preuve de beaucoup d'innovation sociale. Donc quand vous dites les spécificités à mon moment des SAS dans vos questions, c'est en fait, on est un peu au croisement d'économie et du social. C'est-à-dire qu'on n'est pas un opérateur classique d'animation économique. L'humain est au centre chez nous. Donc le but n'est pas forcément de faire du pognon, pour parler platement. Le but, c'est pas seulement créer à tout prix. On donne les chances à toute personne de pouvoir essayer d'être un entrepreneur. C'est ça qui est intéressant. Donc, en plus d'avoir un objectif économique, OK, il faut que ça soit viable, il faut que tu puisses vivre de ton activité, eh bien, il y a aussi un objectif de réinsertion socio-professionnelle. Et donc, la personne qui vient chez nous, elle peut ne pas réussir. Elle peut se dire, j'ai essayé d'être entrepreneur, mais je n'y suis pas arrivée, mais ce n'est pas grave. J'ai développé mes compétences et je me réinsérerai d'autant plus rapidement sur le marché de l'emploi. Et ça, c'est vraiment de l'innovation sociale. C'est même très gentil. Voilà. Merci Ève merci pour ce beaucoup, premier éclairage. Alors, pour la petite histoire, merci Ève, on peut l'applaudir. Pour la petite histoire, on devait recevoir Madame la ministre Christy Moréal, mais il se trouve qu'elle a un agenda de ministre, ça ne s'invente pas. Apparemment, il se passe un truc sanitaire, je n'ai pas bien suivi. Mais voilà, à sa place, en lieu et place, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, chaleureusement, Mathilde Delforge. Dites pas bonjour. Si. Bonjour. Vous m'avez un peu devancé, effectivement. Oui, veuillez excuser Madame la ministre, qui est ministre de l'Emploi et de la Formation, mais également de la Santé. Et effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment, donc veuillez l'en excuser. Voilà, donc Mathilde Delforge, vous êtes conseillère au cabinet de la ministre wallonne de l'Emploi et de la Formation, vous l'avez bien dit. Et on a rappelé brièvement avec Ève le rôle des SAS. On va creuser un peu avec vous le sujet. Des SAS, est-ce qu'on en trouve partout en Belgique, en Wallonie, pardon? Oui, on en trouve partout sur le territoire wallon. Et dans le contexte actuel, est-ce que c'est bien indispensable d'encourager l'auto-entrepreneuriat quand on sait les difficultés que rencontrent les entreprises déjà existantes? Oui, c'est vrai qu'avec la crise, on a vu pas mal, il y a eu un gros impact sur le marché de l'emploi. Et donc, il y a eu des milliers de travailleurs qui se sont retrouvés au chômage économique. Mais aussi, par cette crise, on a également vu en fait, qu'il y avait une espèce de réflexion personnelle sur le sens du travail et donc une émergence finalement de personnes qui souhaitaient se réorienter professionnellement, mais également de créer leur propre emploi. Donc effectivement, la crise a eu un impact, mais pas que. On voit qu'il y a certains secteurs qui ont eu des difficultés, qui en ont encore, mais d'autres par contre qui vont bien et qui vont même des fois mieux avec la crise. Et donc c'est vrai que via les SAS, il y a un environnement particulièrement sécurisant pour un porteur de projet qui souhaite créer son propre emploi et donc qui leur permet de se réorienter et de s'épanouir professionnellement. On peut parler un peu chiffres, combien de SAS en Wallonie et combien d'entreprises portées? Au niveau des chiffres, donc on a vu au niveau par exemple des porteurs de projets, il y en a eu en 2020, il y en a eu 2000, enfin plus de 2000 même. Au niveau, par contre, des personnes qui ont créé leur entreprise ou qui se sont mis en tant qu'indépendants à titre principal ou à titre complémentaire, on a eu plus de 450 créations.
Et alors, surtout au niveau du taux de pérennisation à 5 ans des entreprises créées par les SAS, on est quand même à un taux qui tourne autour de 74%. Il faut savoir que le taux en Belgique est de 66%, donc le taux est quand même particulièrement élevé. Alors, vous parliez de sécurisation du parcours dans la création de l'emploi. Si on se plante, en fait, on est encore encadré ? Mais donc, en fait, c'est ça, ce qui fait leur spécificité, finalement, au SAS, c'est ce qui a été expliqué par Eve Jumel, c'est qu'il y a tout cet accompagnement, en fait, et tout cet accompagnement préalable de qualité qui va permettre, en fait, à la personne qui souhaite porter un projet de voir si c'est faisable. Et également, c'est aussi l'environnement, par exemple, via les couveuses ou autres, de permettre de tester. Et si, en fait, on se plante ou si, à un moment donné, le porteur de projet se dit c'est pas fait pour moi, cet environnement permet, en fait, de pouvoir arrêter en limitant les conséquences négatives telles que des faillites ou autres. Alors, vous me pardonnerez d'être un peu négatif, mais est-ce qu'en procédant de la sorte, puisque tout le monde n'a pas forcément l'âme d'un entrepreneur, est-ce qu'on n'encourage pas les risques d'ubérisation ou à tout le moins les risques de faillite et qu'on se casse un peu la figure? Est-ce que, pour finir, le taux de réussite est satisfaisant? Et donc ici, je rebondis sur un peu ce que je disais, donc c'est vraiment le travail des SAS, justement, via l'accompagnement, le diagnostic, de permettre de voir déjà où le porteur de projet, déjà à quel stade il est dans la réflexion de son projet, mais aussi de voir et d'évaluer. Il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a des compétences plutôt, on va dire, soft skills, donc plutôt comportementales, relationnelles, qui vont permettre aussi de voir si le porteur de projet est capable ou non d'avancer. Et ils sont là, et les SAS sont là pour justement combler ces lacunes et voir ça. Et vous avez une idée du taux de réussite? On a une idée du succès, en fait, de ces SAS? Ça dépend au niveau de quel taux. Enfin, je veux dire, donc il y a niveau... Combien d'entreprises, pour finir, arrivent sur... Donc, comme je vous ai dit, en 2020, on avait plus de 450 personnes qui avaient créé à titre complémentaire ou à titre principal. D'accord. Et alors, on n'est pas tous égaux face au marché de l'emploi. Ce succès, ça vaut pour tout le monde, ou on retrouve les mêmes inégalités? Je me permets de rebondir sur la question justement pour parler des femmes. Donc, en fait, on a pu constater que les SAS étaient vraiment un endroit qui soutenait. Donc, l'accompagnement était vraiment soutenant pour l'entrepreneuriat féminin. D'accord. Il y a plus ou moins, je pense, 60% du public accompagné qui sont des femmes. Donc, qui est supérieur à ce qu'on voit d'habitude. Exactement. Et donc, d'ailleurs, une étude va être lancée pour comprendre justement qu'est-ce qui attire les femmes dans les SAS et aussi pourquoi elles arrivent à mener leur projet de création à terme, en fait. Et donc, cette étude va être partagée, bien sûr, avec les partenaires de l'accompagnement. Ainsi, ça va permettre également de pouvoir, finalement, donner les bonnes pratiques pour augmenter ce taux de création d'emplois et d'entreprises par les femmes. OK. À vous écouter, on dirait que tout va bien dans le meilleur des mondes. Peut-être pas, mais en tout cas que le système n'a pas de failles ou en a peu. Il n'en a pas quand même? Il y a toujours des failles. D'accord. Et donc, justement, il y a eu une évaluation du dispositif en 2020 qui a permis de faire certains constats. Un constat très important, c'est de dire que en fait, le modèle SAS remplit l'objectif visé. Donc, il y a vraiment... ça fonctionne. C'est-à-dire, l'objectif visé, c'est quoi? C'est booster, finalement, l'autocréation d'emplois en augmentant l'insertion socio-professionnelle des chercheurs d'emploi, mais également de stimuler le tissu économique wallon. On en a parlé du taux de pérennité qui est quand même assez élevé par rapport à la Belgique, donc ce qui est un bon point. Maintenant, il y a les côtés un peu moins, les choses à améliorer. Et on a pu constater, par exemple, qu'il y avait il y avait plusieurs cadres réglementaires qui coexistaient. Donc, en fait, le paysage de l'accompagnement à l'autocréation d'emplois était assez complexe et peu lisible. On a également remarqué qu'il y avait une inégalité dans l'offre de services de toutes les SAS. Donc, des SAS, par exemple, proposent le test en couveuse, pas d'autres. Donc, voilà. Et il y a effectivement aussi un problème au niveau du financement qui est assez complexe pour les SAS. Comment on remédie à cela, alors? Et donc, voilà. Donc, il y a une réforme qui est en cours. Okay. Donc, on est conscient, et l'évaluation l'a démontré, que le système fonctionne et donc il faut le conserver. Mais il faut l'améliorer. Tout est perfectible. Donc, les gros points d'amélioration que nous souhaitons faire, donc d'une part, c'est améliorer forcément la lisibilité du paysage de l'accompagnement à l'autocréation d'emploi pour en fait sécuriser finalement le parcours des porteurs de projets, notamment au niveau des droits sociaux. C'est également simplifier
le système de financement des SAS afin de permettre que les ressources qui sont utilisées soient au maximum utilisées pour l'accompagnement des porteurs de projets. Et c'est également au niveau... on souhaite, enfin c'est en cours, donc l'inscription des SAS dans le paysage d'animation économique coordonné par l'asso Alfine. Et on comprend que les résultats, à vous écouter, apportent une certaine satisfaction malgré quelques bémols. Les résultats, on les doit au seul SAS, puisque vous parliez de SO Alfine. Oui, donc effectivement, les SAS ne travaillent pas tout. On ne travaille jamais tout seul, on est voilà. bien accompagné. Donc il y a des liens à faire en Wallonie. Un des premiers liens, je viens de le citer, c'est l'asso Alfine. Donc c'est en fait, pourquoi inscrire les SAS dans le paysage d'animation économique de l'asso Alfine? En fait, c'est de permettre de déjà mieux organiser l'offre d'accompagnement à l'auto-création d'emplois. C'est également mieux orienter à la base des personnes qui souhaitent justement se diriger vers l'autocréation d'emplois. Et c'est aussi créer des partenariats encore, parce qu'on est toujours mieux à plusieurs. Dans le nouveau décret sur l'accompagnement des chercheurs d'emploi, les SAS sont vraiment définis comme des partenaires du Forum. Donc, ce qui va permettre aussi une meilleure sécurisation du parcours du porteur de projet qui souhaite s'orienter vers une SAS. On a également le réseau des cités des métiers en Wallonie, donc qui devient de plus en plus la porte d'entrée centrale pour tout ce qui est orientation, donc pour toute question d'un citoyen sur l'orientation scolaire ou sur l'orientation professionnelle. Et donc, on a 3 cités des métiers en Wallonie et 9 carrefour des métiers qui vont alors qui ont créé un axe création d'activités, et donc ce qui va permettre aux personnes de pouvoir aller poser leurs questions directement vers ce réseau des cités des métiers, et donc ils seront mieux orientés vers les SAS. Donc ça, c'est vraiment pour les partenaires. Après, il y a aussi des petits dispositifs annexes, notamment l'incitant financier Airbag. Donc, nous souhaitons vraiment favoriser l'accès des porteurs de projets SAS à l'incitant Airbag, donc les porteurs de projets qui souhaitent s'installer en tant qu'indépendants à titre principal, et donc favoriser ça pour leur donner encore plus de moyens de réussir. Et alors, il y a aussi des petites actions, notamment il y a un projet pilote qui est en cours entre des SAS et des agences conseils en économie sociale, justement pour leur faire prendre conscience de l'importance des entreprises d'économie sociale. C'est très gentil aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, je pense que merci en tout cas pour le travail effectué, et on va continuer. Merci Mathilde Delforge, on peut l'applaudir. Et puis, chose promise, chose due, nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter Olivier Kahn, le temps d'une conférence inspirante sur le thème de la résilience. Je vais même encore une fois vous redire le titre: rebondir après une crise, permettre aux entrepreneurs de s'adapter aux changements imposés par le contexte sanitaire et économique et d'adopter une démarche entrepreneuriale gagnante dans le futur. Alors Olivier Kahn, on ne le présente plus peut-être pour certains d'entre vous, pour d'autres, eh bien, sachez qu'il a un CV long comme une liste de courses, une veille de confinement. Donc il ne m'en voudra pas de lire ma fiche. Olivier Kahn est donc expert comptable et conseil fiscal spécialisé en stratégie, gestion de crise et développement de projets. Il a créé et développé le Centre pour entreprises en difficulté en région bruxelloise. Il a traité, suivi et coordonné des milliers de cas au cours de ces 15 dernières années avec une approche spécifique lors de la crise sanitaire. Ah, c'était ça donc. Il est spécialisé sur la cible des entrepreneurs et des très petites entreprises et conseille des centaines de starters depuis 20 ans. Vous croyez que j'avais fini? Eh bien non, il est formateur diplômé, diplôme d'aptitude pédagogique, j'ai bon, et chargé de cours en HEC, auteur de plusieurs ouvrages en création d'entreprises et gestion de PME-TPE. Olivier Kahn est juge social au tribunal du travail de Bruxelles. Enfin, je vous demande donc de lui réserver un accueil chaleureux. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Olivier Kahn. Voilà, alors je suis d'abord très content d'être ici et je ne savais même plus que j'avais donné ce titre-là. On a vu, c'est même plus moi qui l'ai donné. Mais l'objectif, en fait, de cet après-midi, c'est de simplement partager quelques éléments
que l'on peut vivre et que vous vivez certainement aussi dans vos structures ou en tant qu'entrepreneur dans vos entreprises. Oula, là, c'est déjà bien parti, j'ai beaucoup trop loin. Voilà, attendez, on va recommencer, hein, d'accord. Et certainement depuis presque plus longtemps que moi, puisque je voyais ici il n'y a pas longtemps Fabienne Matteau, là, au buvant un petit café, avec qui j'ai tout appris il y a 25 ans. Donc, pas de prétention autre qu'essayer de vous donner deux, trois réflexions que je peux faire, et tout ça sur 45 minutes maximum, et je ne dépasserai certainement pas ce délai. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est quels enseignements pourrait-on tirer de la crise sanitaire ? Je pense que je n'ai pas besoin d'être là pour qu'on puisse tirer tout seul les enseignements, mais je vous en partagerai quelques-uns. Puis la seconde, c'est de dire, tiens, comment ça se fait qu'il y a des entreprises qui ont pu rebondir, peut-être mieux que d'autres. Quels sont les éléments de ce qu'on appelle la résilience ? Je reparlerai du terme, évidemment, que vous avez déjà entendu. Et puis la troisième chose, c'est de se dire, tiens, mais est-ce que c'est encore une bonne idée de créer des entreprises et de les développer, compte tenu de tout ce qu'on peut entendre ou voir ? Et donc, on va démarrer avec quelques enseignements que j'ai envie de vous faire. La première chose, et j'ai préparé mon slide il y a quelques semaines, c'était de se dire, la crise sanitaire, on ne sait jamais très bien quand c'est fini, et on ne sait même pas quand ça recommence. Et donc, c'est une crise un peu particulière. Ça veut dire qu'il y a des éléments, parfois, il y a des crises parfois financières, où on peut beaucoup mieux sentir quel va être le moment de la relance. Ici, vous avez compris hier soir, ce matin, que bon, c'est peut-être pas tout à fait fini. Donc c'est un élément quand même important. Un deuxième élément qui est fort, c'est qu'on a senti que le monde entier était concerné. Ça veut dire qu'un problème de matières premières au fin fond du monde peut causer un arrêt de mon chantier, de mon aménagement, de mon magasin, ici à Namur ou à Liège. Alors, on a évidemment plein d'habitudes, plein de comportements qui ont changé, je vais y revenir, mais il y a aussi quelque chose de très particulier par rapport à d'autres guerres, c'est comme certains l'appellent. C'est en tous les cas qu'il y a eu quand même des secteurs qui ont été évidemment méchamment impactés, mais il y en a d'autres qui se sont méchamment bien développés. Et donc, il y a un effet quand même balancier. Autant il y en a qui ont beaucoup souffert, autant il y en a qui se sont réellement développés pendant cette période. Et ça veut donc aussi démontrer qu'il y a moyen de s'en sortir, et on en reparle. Je pose toujours sur le mauvais bouton, c'est une horreur. Alors, qu'est-ce que moi je me dis aujourd'hui que moi je peux tirer comme enseignement? D'abord, il y a plein de choses que je croyais certaines et vraies il y a 5 ans, qu'aujourd'hui je suis convaincu que ce n'est plus certain et que ce n'est plus vrai. Et ça, c'est un élément important. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, l'environnement dans lequel on vit et dans lequel on puise beaucoup de choses, eh bien, on commence vraiment à comprendre qu'il est vachement fragile et que cette gestion des ressources va devenir quelque chose d'essentiel. La liberté, vous avez compris comme moi que c'était quand même un bien magnifique, et quand on en est privé, on en souffre. Et donc, c'est mon enseignement que moi, en tout cas, j'ai tiré, c'est de savourer tous les moments où je suis libre, dont la minute ici, pendant laquelle je vous parle. La solidarité a créé des éléments, des rebonds, des trucs géniaux pendant le Covid. Et je pense que c'est une notion qui a été beaucoup plus conscientisée grâce au Covid, et que c'est un élément important. Et puis enfin, certainement en ce qui me concerne, dans une activité où on est tout le temps parti à gauche, à droite, donner des cours, et tchac, finalement, se retrouver dans sa cuisine, manger avec tous ses enfants, sa femme, faisait quand même beaucoup de bien. Et donc, le recentrage sur l'essentiel, sur la vie, a été parfois très difficile dans certaines familles, mais parfois aussi, ça a été très, très riche et bénéfique, et il a peut-être fallu parfois des mouvements comme ça pour s'en rendre compte. Toujours le mauvais bouton. Alors, Jean-Marc Jancovic, c'est un Français qui écrit pas mal de billets très sympas sur la société, et je vous invite à aller zioter le web. Il disait une phrase qui m'a marqué dans un billet, c'est qu'après un craquement dans un système non durable, notre système aujourd'hui, il est non durable, le système ne se restructure pas comme avant. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant notre période là où on a pu revivre, on a repris pas mal d'habitudes, en fait. On a revécu quand même comme avant. Mais il y avait quand même quelques changements de fond qui se dessinaient.
Et si on est encore un peu bloqué là, à la maison ou dans certaines restrictions, il y a des mouvements qui vont changer et qui resteront différents de ce qu'on a connu avant. Alors lui, il citait quelques exemples. Par exemple, s'embrasser, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup moins. On a d'autres techniques aujourd'hui pour se montrer de la sympathie. C'est quelque chose qui était inimaginable il y a 5 ans. Et aujourd'hui, qui a quand même méchamment bougé. Le télétravail, tout ce qui est le travail à domicile, vous avez compris. Et surtout, je crois aussi, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des ressources. Aujourd'hui, je pense qu'on va vraiment rentrer dans une nouvelle ère. Et donc, est-ce qu'on a encore des bonnes raisons d'y croire? Eh bien, j'en ai listé 7. 7 qu'on a vraiment creusés et sur lesquels je suis extrêmement convaincu. Donc c'est vrai que je suis très actif en création d'entreprises et très actif en gestion de crise. Ça s'appelle l'économie circulaire. Comme je suis un très mauvais conseiller, je conseille très mal, les gens ne vont pas bien, ils font faillite, ils reviennent chez moi. Enfin, donc je travaille avec des clients, quoi. Mais quand je regarde autant les starters que les entreprises en difficulté et que ceux qui ont fait un rebond, qu'est-ce qui peut nous laisser aujourd'hui penser, dans cet environnement, qu'il y a encore plein de belles créations qui peuvent se faire? Mais la première, c'est que, par la force des choses, il y a plein de nouveaux besoins qui sont à combler. Ça, c'est la première chose. La sécurité, enfin, la mobilité, enfin, vous avez compris, rien qu'en venant ici. Le coût des choses a souvent diminué. Ça veut dire qu'il y a des sous-traitants, il y a des loyers, il y a des frais qui ont baissé du fait de cette crise sanitaire, qui peuvent parfois ouvrir certaines pistes par rapport auxquelles on n'avait pas le droit. Il y a des concurrents qui se sont affaiblis. Alors ça, c'est un peu dur, mais c'est la réalité. Il y avait des secteurs où tout était très, très fort, où tout était très coincé. Aujourd'hui, il y a eu des espaces qui se sont ouverts. Il y a des entreprises qui sont à reprendre. Vous avez des entrepreneurs qui ont super bien bossé, entrepreneuses qui ont super bien bossé, qui sont épuisés, qui ont envie de remettre et qui peuvent être des bijoux à reprendre. Il y a des régions, et la région wallonne en est une, qui ont mis en place un système d'aide dans une rapidité inimaginable il y a quelques années. Et aujourd'hui, on parlait de certains plans, mais ce sont des trucs géniaux pour des entrepreneurs. Et je pense qu'il y en a encore trop qui ne le connaissent pas. Et puis finalement, un élément important, c'est que comme on a tous été bouleversés, eh bien, on a aujourd'hui, en tant que consommateur, des changements de comportement, d'habitude. On est ouvert pour éventuellement tester des choses qu'on n'aurait jamais voulu tester avant. Et donc, je pense que tout ça, ça nous laisse en tous les cas beaucoup d'espoir pour que des nouvelles boîtes se créent et réussissent avec succès, quel que soit l'environnement. Alors, si on regarde excusez-moi, les tendances qui se sont dessinées pendant cette période et qui se renforceront peut-être, il y a d'abord tout ce qui est l'e-life, comme on dit, tout ce qui est l'e-commerce, l'e-formation, l'e-consultation, médicale ou autre, les e-apéros. Moi, j'ai pris plein d'apéros devant mon PC, c'était une trop mauvaise chose. Hein. Les médias digitaux se sont développés. Le cocooning, ça a été une tendance, et ça restera une tendance très forte. Le bricolage, la décoration intérieure, l'aménagement, etc., sont des secteurs qui se sont excessivement bien développés. Tout ce qui était lié au collectif, au sens, à la solidarité. Vous avez eu plein de projets qui se sont développés dans cette lignée-là. Et évidemment, tout ce qui est santé, bien-être, que ce soit la prévention, la nutrition, le soin médical ou paramédical, ce sont des secteurs qui se sont très très bien développés. Et évidemment, derrière ça, par exemple, il y en a d'autres qui vont suivre le pas, comme la cybersécurité. Hein. Vous avez effectivement plein de nouveaux produits qui se sont mis en place. Bref, il n'y a pas eu que des choses négatives, il y a eu des tendances positives, il y a eu des secteurs qui sont vraiment rentrés dans une croissance parce que l'environnement s'est dessiné par rapport à ça. Et donc, par rapport au projet que vous pourriez avoir si vous êtes starter ou entrepreneur, c'est de réfléchir simplement de manière très rationnelle. Tiens, qu'est-ce que moi, objectivement, j'ai comme modification au niveau de mon marché qui peuvent arriver? Qu'est-ce que, en logistique, je dois préparer, corriger pour aujourd'hui ne pas être dépendant de certaines chaînes logistiques que peut-être j'utilisais auparavant. Et en matière de ressources humaines, tiens, est-ce que mon marché reste ouvert? Est-ce qu'il y a encore des recrues possibles? Vous avez entendu, par exemple, vous avez peut-être des gens que vous connaissez dans l'ORECA, c'est un secteur qui est très difficile, pas pour faire revenir le client, mais pour retrouver de la main-d'œuvre qui veut bien travailler dans ce secteur-là. Et donc moi, si j'ouvre un snack ou
pour un resto demain, je dois y être attentif qu'un cuistot, je ne vais peut-être pas le trouver aussi facilement qu'avant, et donc ça risque peut-être d'être quelque chose à considérer par rapport au Covid. Et donc, pour terminer sur ces conséquences, un élément qui peut être très important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le time to market. Peut-être que le Covid, par rapport aux conséquences qu'il peut générer, va vous demander ou devrait vous influencer pour peut-être postposer votre projet ou postposer le développement, par exemple, d'un nouveau produit, parce que ce n'est plus le moment de le faire. Peut-être au contraire qu'on va, avec le Covid, avoir comme réflexe d'accélérer le développement d'un produit ou d'une entreprise, parce que c'est juste maintenant le moment sur lequel il faut le faire, ou peut-être qu'on va se positionner différemment, c'est de se dire, je ne vais pas tout faire tout de suite, je vais d'abord faire telle partie de mon projet ou du lancement de mon nouveau service, et puis je ferai la seconde phase dans un second temps. Et donc ce time to market, c'est un élément essentiel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, compte tenu de ce qui se passe, compte tenu de l'actualité du jour, c'est de se poser la question, est-ce que c'est le moment d'y aller? Oui, pas tout de suite, ou même plus vite que ce que j'avais imaginé. Je pense que c'est une conséquence qui est aujourd'hui considérable. Alors, si on regarde finalement sur la période qui s'est passée, et moi sur 15 années d'activité dans les entreprises en difficulté, effectivement en région de Bruxelles, où j'ai rencontré des centaines d'entrepreneurs, des milliers d'entrepreneurs qui m'expliquaient tous des choses que je trouvais assez extraordinaires. Quelles sont les caractéristiques et les clés de rebond? C'est une question qui est aujourd'hui quand même particulièrement importante. Alors, d'abord, la résilience, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un terme qui est connu dans d'autres disciplines comme la physique, mais la résilience, en une ligne, c'est ce qui fait référence aux crises et à la capacité à les surmonter. Voilà. Comment être résilient, comment être capable de rebondir devant une difficulté ou une crise. Et donc, j'ai essayé de synthétiser des éléments que j'ai vécu, que j'ai lus, que j'ai entendus, que j'ai partagé avec d'autres experts sur la résilience, c'est qui, c'est quoi, et comment on peut la développer. Vous me suivez toujours? Parfait. Adopter une attitude résiliente, d'abord, ça vous paraît peut-être évident, mais c'est de ne pas nier les faits, c'est d'éviter les dénis. C'est-à-dire de se dire, c'est comme ça aujourd'hui et je dois m'en rendre compte. Donc c'est être conscient de ce qui se passe, c'est chercher les solutions plutôt que les coupables, et c'est donc faire un switch de son cerveau. Souvent, quand on a une difficulté, on a une tendance, moi aussi, à se dire « mais ce n'est pas de ma faute, c'est la crise, c'est lui, c'est à cause de ça ». Et on essaye de trouver une excuse. Et en fait, le truc qui est vraiment magique, c'est que les gens qui parviennent à dire « bon, ok, qui que ce soit, c'est comme ça, je dois trouver une solution », le cerveau, qui est une machine magnifique, se met en activité et va imaginer de manière incroyable un tas de solutions. C'est vraiment un switch mental de passer de « je me plains et je vais essayer de trouver le coupable » à « j'agis et j'essaye de positiver le truc et je vais trouver des idées et des solutions ». Et je vais vous en donner quelques-unes après, mais c'est vraiment un élément important. Et à partir de là, c'est de se dire « ok, je n'ai pas le contrôle sur tout, mais j'ai le contrôle sur quand même toujours un ou deux, peut-être trois éléments. Comment est-ce que je peux activer cet élément-là? Et parfois, c'est juste un contact. C'est juste donner un coup de fil à quelqu'un qui reste mon ami et à qui je vais pouvoir demander un service. Et donc, c'est détecter sur quoi je peux éventuellement agir et donc prendre le contrôle sur ce qui peut l'être et accepter qu'il y a des choses que je vais plutôt subir ou je vais essayer de m'adapter, mais que je ne serai pas contrôlé. Et donc, ça, c'est l'attitude résiliente. Et quand on regarde chez les entrepreneurs résilients, ce qu'on constate, on voit qu'il y a différents éléments que vous pouvez lire, mais surtout, si je m'arrête sur les derniers éléments, c'est que les entrepreneurs et entrepreneuses résilientes, ce sont des gens qui vont oser tester des trucs, innover. Et si je vous dis qu'ils osent tester et innover, ça veut dire directement qui accepte de rater et de se tromper. C'est évident, parce qu'on ne sait pas tout réussir lorsqu'on teste et lorsqu'on innove.
Eh bien, les entrepreneurs résilients, c'est cette première, pour moi, caractéristique que j'ai envie de souligner. Ce sont des gens qui disent, bon, et si on essayait ça? Mais si on se plante, on ne va pas dire que c'est la faute du collaborateur, du voisin, du truc. On essaye, et puis on va voir ce que ça donne. Et ça, c'est la première caractéristique pour moi des entrepreneurs qui ont rebondi et que j'ai pu rencontrer. Le deuxième point sur lequel j'ai envie d'insister pour rebondir, c'est le fait que rebondir seul, c'est bonne chance. Tous les gens qui rebondissent ont toujours rebondi grâce à l'appui d'autres, d'une structure d'accompagnement, d'un collaborateur qui travaille, d'une copine, d'un copain, d'un contact que j'ai, mais c'est en général jamais seul que je vais parvenir à rebondir. Et donc, c'est une réflexion en termes de partenariat, en termes d'alliance. C'est une réflexion, par exemple, que je l'ai vue dans 2 entreprises différentes, où ils se sont dit, on a tous les deux les mêmes cibles, c'est l'enfer, moi j'ai plein de trucs à vendre et je n'ai pas de site web, etc. Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec ton site web sur la cible que je vise comme toi, et on va essayer de faire des packages avec nos produits et services par rapport à la cible, mais je profite d'un canal qui existe avec des contacts, etc., parce que moi, en plein Covid, je n'ai pas le temps de créer, je n'ai plus les sous pour créer une plateforme digitale. Et donc, c'est se mettre ensemble, parce que, vous avez déjà entendu cette phrase, ben, ensemble, on est quand même toujours plus fort. Et enfin, les entrepreneurs résilients, ce sont des gens qui sont capables de recevoir très vite la bonne info. Et là, je souligne vraiment la bonne info. Parce que quand vous lisez un tas de bidules sur LinkedIn, Facebook et tout, la moitié, c'est tout à fait faux de ce que vous lisez, bien sûr. Et donc, les entrepreneurs qui réagissent vite, qui rebondissent, ce sont des gens qui ont soit une bonne source d'infos, soit des bons contacts qu'ils ont eu à un moment donné, mais qui trouvent très vite la vraie et bonne info. D'accord ? Et donc, pour moi, le principal facteur de résilience, avant d'avoir des sous, avant d'avoir une logistique, avant d'avoir des trucs commerciaux, c'est l'humain. Vous avez compris, vous avez vu que même dans les grosses boîtes qui font des milliers de personnes, quand il y avait des gens malades, ça foutait le bordel partout. Dans une petite entreprise, c'est même pire, ça la tue. Et donc, le facteur humain, c'est le facteur clé de réussite. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, la première chose, c'est de prendre soin de vous en tant que chef d'entreprise. Alors ça, c'est peut-être ridicule, parce qu'on l'a déjà lu 1000 fois, et je trouve qu'il y a tellement peu de gens qui prennent soin d'eux. Et donc, en période de crise, donc nous, on a vu des gens dans nos bureaux au centre de difficulté qui pleuraient, on a vu des horreurs. Et le principal conseil qu'on a toujours donné, c'est maintenant, vous fermez vos bouquins, vous fermez votre truc, vous restez 2 jours sans travailler, vous allez vous balader, vous allez voir votre médecin, sinon nous, on en a pour vous, et on va essayer de voir déjà comment vous remettre un peu en forme. Et donc, ce côté humain, il est essentiel. Et donc, moi, je vais vous dire, par exemple, moi, en période de crise, à un moment donné, j'ai quand même été un peu secoué au début du Covid parce que j'étais sur une très grosse mission et une autre grosse qui ont été coupées, hop, du jour au lendemain. Et donc, je me suis senti quand même un petit peu fatigué. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, OK, je suis en télétravail, je suis tout seul, je travaille tout seul, j'ai des partenaires pleins, mais je travaille tout seul. Et donc, qu'est-ce que je me suis dit ? Je dis, j'aime bien aller courir, je vais courir le week-end, je vais essayer d'aller courir le soir pour me dégager. Et puis le soir, je me rendais compte que ça ne me faisait pas du bien, la forêt commençait à devenir noire, c'était plutôt une chape. Et donc, je me suis dit, je vais aller courir le matin. Et depuis donc le premier jour du Covid, moi je cours quasiment tous les matins, tous les 2 jours en forêt. Parce que j'ai compris que si ça n'allait pas, il n'y avait plus rien qui allait marcher derrière. Et donc vraiment, ce côté humain pour moi il est essentiel, on ne le redit pas assez. Et donc aussi, c'est de se renforcer dans sa formation, dans ses compétences. Donc de se renforcer dans des compétences qu'on appelle les soft skills, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et aussi, par exemple, la gestion de ses émotions, la gestion de la créativité, etc. C'est un élément important. Profitons de ces moments pour lire, pour faire des webinaires, pour se former à des nouvelles choses qui, pour moi, sont devenues essentielles. Il y a une chose, en tous les cas, qui a été démontrée, c'est que pour diminuer sa dose d'angoisse, le remède miracle, c'est les relations. Et donc, vraiment,
soyez en relation, même si aujourd'hui on va peut-être nous dire qu'il faut être un peu moins à gauche, à droite, on peut rester en relation grâce à tout ce qui existe. C'est quelque chose d'important. Et participer à des clubs starters, participer à des événements comme aujourd'hui, participer à des événements culturels, c'est un élément qui est tout à fait important. Alors, sur le côté de la résilience, il y en a qui vont essayer de tout planifier. Et malheureusement, tout planifier, c'est impossible. On ne sait plus planifier beaucoup de choses, finalement. Et donc, la résilience, en fait, l'exercice, ce n'est pas de planifier les choses, de tenter de planifier mieux, c'est plutôt de tenter de s'entraîner à réagir. Et là, quelque chose que je fais pour le moment avec un groupe d'entrepreneurs qui est très sympa. On a créé un club de résilience, bon, on n'appelle pas ça comme ça, on appelle ça... Bon. Et en fait, on essaye de... Donc, on est une quinzaine en général par soirée, et il y en a un qui lance, on a des entreprises avec des secteurs particuliers, qui lance une catastrophe à un autre. Et à partir de là, les 14 autres doivent trouver, à un moment donné, des solutions. Et le 15e également, etc. Et qu'est-ce qu'on fait? On entraîne simplement de nouveau le cerveau à réagir s'il se passe quelque chose. Quand vous regardez les sportifs de haut niveau, c'est comme ça qu'ils font. Ils s'entraînent à ce qui pourrait se passer. Et donc l'idée, c'est d'essayer de s'entraîner à réagir dans des situations cata, c'est de s'entraîner à faire très vite remonter de l'info. Je vous ai dit que c'était important. Et par exemple, ce sont des choses qu'on fait. On dit en 1 heure, il faut avoir trouvé, on a nos smartphones, on a ce qu'il faut, telle info sur tel truc, et on va voir lequel va le plus vite. S'entraîner à trouver très vite de l'info, et donc s'entraîner à réagir face à cet imprévu. Et je partage pas mal de moments amicaux avec un pilote de rallye, donc rallye, et lui m'explique que ça, c'est ce qui fait qu'il traverse des déserts entiers sans mourir, parce que simplement, il est entraîné, il ne sait pas exactement à quoi, mais il est entraîné à réagir. Alors vous allez me dire, ouais, bon, ça c'est bien. Eh bien moi, je peux vous dire que dans le nombre d'écoles dans lesquelles je vais, la gestion de l'incertitude, la gestion de l'imprévu, la gestion des risques, ça n'existe pas beaucoup. Hein. Et quand on prépare des projets, j'étais encore il y a quelques jours avec des starters étudiants, des étudiants starters, ils me proposent des super tableaux Excel dans tous les sens que je ne comprends pas, en fait, toujours très bien d'ailleurs, avec des courbes et tout. Et je dis, tiens, et s'il se passait ça, si maintenant le bateau là, il est bloqué avec les fournitures, comment vous faites? Je ne peux pas vraiment penser à ça, monsieur. Ben, ça serait peut-être bien d'y penser, parce que ça arrive, ça. Et ça, c'est pour vraiment vous démontrer que oui, on entend, il faudrait, mais qu'en soi, en tant que starter, en tant qu'entrepreneur, en tant que prof, en tant qu'étudiant, on ne se prépare pas à ça. Et pourtant, ce qui est magnifique, c'est si on se prépare, dans notre coin de la tête, il y a plein de solutions qui se mettent en route. Je vous promets que ce sont des choses que beaucoup de gens m'ont dit. Alors, on peut se demander si la résilience, on l'a tous. Eh bien, on a fait parler pas mal de médecins, de coachs là-dessus. Et la certitude, c'est que c'est oui. On a tous la force de réagir. Seulement, cette force, elle peut à un moment donné être plus faible à certaines périodes. Selon certaines circonstances, il peut y avoir des moments où je suis plus apte qu'à d'autres de réagir. Mais en tous les cas, cette force, on l'a tous. Et dans les moments un petit peu plus down, ben c'est peut-être de se faire aider par quelqu'un pour pouvoir remonter au niveau. Les sportifs de haut niveau, quand on regarde comment ils font pour être résilients, il y a deux, trois clés qu'ils ont. La première chose, c'est qu'ils acceptent de perdre. Et donc, ils acceptent, quelles que soient les raisons, un pneu crevé au milieu du désert ou autre chose, qu'ils perdent. C'est pas pour ça que la revue, elle est finie. Ah, ils ont raté 1 an d'entraînement pour une course qu'ils ont loupée, mais ils acceptent ça. Et quand on accepte de perdre, eh bien, à un moment donné, on rebondit plus vite que si on se dit pendant des mois, je suis quand même nul, hein, j'aurais dû le savoir, quoi. Hein? Donc, ça, c'est un élément important. La deuxième chose, c'est qu'ils acceptent l'essai. Ils acceptent que ça ne va pas marcher du premier coup. Moi, j'ai vu des entrepreneurs qui essayaient de rebondir, qui venaient chez moi en disant « Monsieur, on a déjà tout essayé. Tout essayé, il n'y a rien qui marche. » Et en fait, ils avaient essayé 2 trucs. Mais il leur fallait peut-être 5, peut-être 6 pour que ça fonctionne. Et donc, c'est la deuxième caractéristique. La troisième caractéristique, c'est que pour rebondir, ils sont tous coachés.
Le type qui est perdu au milieu de son désert, qui a perdu sa course, il ne se remet pas tout seul. Il y a quelqu'un qui va le gonfler, qui va le remettre sur la route. Et la dernière chose, ils sont en forme physiquement et mentalement. Et à partir de là, ils rebondissent. Eh bien, il y a peut-être des clés là-dessus sur lesquelles vous pouvez vous arrêter, vous et moi, et se dire, tiens, ça peut-être qu'il y a quelque chose que je pourrais en tirer. Alors, des exemples de résilience, moi, chouettes que j'ai vus, franchement, vous aussi, peut-être, l'une ou l'autre. Je vais les citer, parce que vous ne savez peut-être pas les lire, et je trouve qu'ils méritent tous d'être cités rapidement. Les restaurateurs qui ont mis en place, en un temps record, des services de livraison. Je trouve ça génial. Les traiteurs qui ont vendu des box recettes, avec des fiches, les ingrédients, pour que les gens puissent cuisiner chez eux. Des services scolaires, des accompagnements scolaires, qui ont été, en quelques semaines, digitalisés. Les profs étaient enregistrés, les enfants pouvaient réécouter le prof. Il y a eu des jeux pédagogiques, didactiques qui sont mis sur les plateformes qu'avant on n'utilisait pas. C'est des moments, c'est des trucs super. Des sortes de formations qui ont proposé plein de conférences par digital, vous l'avez compris. Vous avez un fabricant de Genièvre qui s'est dit, moi je vais, parce que ma production le permet, réorienter ma production pour faire de l'alcool désinfectant. Vous avez une imprimerie 3T assez petite qui s'est dit, moi je vais changer ma production, qui était une production d'attel, vers des pièces de rechange pour respirateurs. Vous avez une chaîne Eureka qui, vous avez peut-être lu ça il n'y a pas longtemps, que je connais bien, qui profite aujourd'hui, qui n'a plus beaucoup de cantines actives, qui ont dit, nous on va mettre des machines intelligentes de snacks dans les locaux. Et puis une société de nettoyage à Bruxelles qui était totalement à l'arrêt en 24 heures, parce que on ne pouvait plus aller dans les bureaux, et qui a dit, moi je sais nettoyer, on va se spécialiser dans la désinfection des lieux publics et des lieux communs, et qui aujourd'hui cartonne. Et donc c'est pour vous dire qu'il y a eu des cas autour de nous qui ont rebondi. Alors ce n'est pas toujours facile pour tout le monde, ça c'est évident, mais en tous les cas, c'est possible, et quand on se met à plusieurs pour réfléchir, on y arrive. Alors on arrive à la troisième question de mon exposé, c'est comment développer ou consolider son projet d'entreprise dans ce contexte sanitaire. Alors, la première chose sur laquelle j'ai envie de m'arrêter, je ne suis pas très citation, mais je trouvais que c'était assez vrai ce que Churchill disait, c'est prenez le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. Et donc c'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, la crise sanitaire nous a mis un peu le couteau sur la gorge pour beaucoup. Et l'être humain, il est comme ça. L'être humain, il a besoin de ça pour bouger. Tous les bons conseils qu'on peut vous donner, vous les savez. Mais vous les mettrez en œuvre si vous êtes dos au mur. Et moi aussi, on est comme ça. Bon. Et donc c'est vrai. C'est vrai que ça fait partie de la nature humaine, mais c'est vrai que si ça permet de un petit peu mieux anticiper certaines choses, ça va être un grand pas pour la réussite des entreprises. Je regardais un petit peu les périodes creuses et plutôt intéressantes, économiquement parlant. Et en fait, en période de crise, il y a beaucoup de très beaux succès d'entreprises qui sont nés. Et donc, les périodes tendues, si vous regardez des noms ici, j'ai pris des noms qu'on connaît tous, eh bien, ils se sont créés souvent dans des périodes économiques très difficiles. Et donc, ça rejoint ce que je vous disais, c'est pas parce que c'est la crise qu'on va tous s'enterrer là. Ah non, il y a moyen de créer des super trucs là pour le moment. Et dernière chose que le Trends reprenait dans ses petits infobules, eh bien, c'est qu'en fait, la création d'entreprises, il y en a eu entre mai 2020 et mai 2021. Il y a des gens qui ont créé leur boîte et qui ont osé créer, dont on ne parle peut-être pas encore assez pour le moment. Alors, l'incertitude. L'incertitude, ben d'abord, je rencontrais un philosophe assez intéressant, et on le faisait parler dans un débat pour une radio sur l'incertitude, et il me disait, mais si on était dans un monde de certitude, ça serait un enfer ici. Parce que si vous et moi, on était certains de ce qu'il faut faire, de ce qui va marcher, et comment le faire, mais qu'est-ce qu'on fait? On va tous le faire. On va tous être dessus sur le même coup, et ça va être un gros Big Bang. Et l'incertitude, même si l'esprit humain n'aime pas l'incertitude, mais en fait, ça permet quoi? Ça permet de réfléchir. Ça permet de se dire, moi, je vais le faire comme ça. Je vois que le voisin, il le fait comme ça, mais je ne suis pas sûr. Moi, je vais le faire comme ça. Je vais créer des idées.
je vais pousser l'innovation. Je vais développer des trucs qui n'auraient jamais été développés dans un monde de certitude. Et tout, en fait, de l'incertitude, quand on regarde de manière un petit peu plus large, mais tant mieux qu'il y en a, sinon on n'aurait pas nos boîtes. On ferait tous la même chose, dans le même secteur, et de la même façon. Et donc, l'incertitude, eh bien, il ne faut pas essayer de la transformer en certitude. Il faut essayer plutôt de s'adapter à cette incertitude avec quels réflexes, à un moment donné de base, vont pouvoir nous y aider. Alors, ces réflexes, à un moment donné de base, vont pouvoir nous y aider. Alors, ces réflexes on va les parcourir ensemble, mais en tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en période d'incertitude, j'ai la trouille. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai parfois méchamment la trouille, surtout quand je vais dormir le soir, je me dis tiens. Et donc, en fait, de nouveau, si on n'avait pas peur, on serait déjà tous mangés par des lions. Je ne sais pas si on a beaucoup dans la région, mais on ne serait plus là. Parce que la peur nous permet vraiment de survivre, d'être attentif, de bouger, de courir. Et donc, la peur est une émotion nécessaire. Par contre, souvent, on exagère nos peurs. On est dans des circuits mentaux où on se dit « Oh, ici il se passe ça, moi c'est l'enfer. » Et on est parti. Et donc, les peurs, elles sont souvent pas par rapport au présent, mais par rapport au futur et par rapport à des scénarios que souvent on se crée même tout seul. Et donc, c'est à un moment donné, si je peux vous donner une ou deux clés, devant une peur, c'est d'abord se dire, est-ce que je ne me la crée pas toute seule? Alors là, on parle des fausses croyances, du type, c'est le Covid, on va tous mourir. C'est le Covid, on ne sait plus créer une boîte. Les banquiers, ils n'aident jamais les petits. Si je rate, je suis nul. Et tout ça, c'est des fausses croyances. Et donc, quand vous avez ça, petite voix là qui se met dans la tête, c'est de se dire, est-ce que c'est vrai ce que je dis ou pas? Ou est-ce que c'est moi qui le dis? Bon. Et déjà ça, je prends un peu de recul. La deuxième chose, c'est de comprendre, de conscientiser ses peurs et d'objectiver ses peurs. Et à partir de là, de comprendre la cause de ces peurs. Par exemple, je voyais un entrepreneur, une entrepreneuse, qui me disait « J'ai peur de me retrouver à la rue ». Et je dis « Moi aussi ». Et je dis « Mais pourquoi vous avez peur de vous retrouver dans la rue? Parce que si je m'endette de trop pour mon projet et que je me plante, je vais tout perdre. » Et donc la clé, c'est quoi? C'est pas de lui dire « Mais n'ayez pas peur, hein. C'est pas la première, hein, ça va aller ». Ça, c'est nul. L'idée, c'est de dire, mais la cause, c'est donc que vous avez peur de vous endetter. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une autre façon de faire pour ne pas s'endetter, pour faire autrement les choses? Et cette peur, elle va s'estomper. Et donc, on a travaillé en alliance et en partenariat avec une autre structure. Elle ne s'est pas endettée. Et en plus, ça marche très bien. Et donc, quand je comprends, en fait, ma peur et que je comprends pourquoi j'ai peur, souvent, je trouve la bonne solution. C'est la même chose en crise. En crise, si vous me dites, moi on a dit 1000 fois ce truc-là. Bonjour monsieur, je viens vous trouver parce que je n'ai plus de trésorerie, je suis en rupture de cash. Aïe. Et donc vous êtes ici monsieur pour. Je voudrais que vous m'aidiez à trouver des sous. Ah, mais ça, c'est peut-être pas une bonne solution. J'ai plus de cash. La bonne solution, c'est peut-être pas du tout celle-là. On va essayer de comprendre pourquoi on n'a plus de sous. Ah, parce que en fait mon produit il a vieilli. Ah, parce que je me suis gouré dans un investissement. Ah, parce que mes clients ne payent pas. Ah, parce que c'est parce que ça. Et c'est là-dessus qu'on aide les gens. Parce que si on remet 100 000 € dans le lac et qu'il y a un trou dans le seau, ça va repartir. Et souvent, donc par exemple, monsieur, j'ai mon chiffre d'affaires qui baisse, il faut m'aider à faire des clients. Il faut me booster. Oui. On va réfléchir avant de faire des campagnes de promotion et de pub. Pourquoi est-ce que les clients ne viennent plus? Ah, peut-être parce qu'ils ne savent simplement pas appeler l'entreprise, parce qu'ils n'ont pas eu le service qu'ils voulaient, parce que le produit n'est plus adapté, etc. Et à partir de là, les solutions, elles se dessinent toutes seules. Et donc, les peurs, c'est la même chose. C'est de détecter la cause et à partir de là, de se dire, est-ce que je pourrais travailler sur cette cause pour estomper, pour essayer de mieux vivre ma peur. L'erreur, de nouveau, je ne sais pas ce que j'avais le jour où j'ai préparé ma formation, j'ai pris plein de citations. Mais Kennedy... moi, j'aimais bien ce qu'il dit. Je ne connaissais pas. Seuls ceux qui prennent le risque d'échouer spectaculairement réussiront brillamment. Je trouve ça chouette. C'est vrai que qui risque rien n'a rien, en d'autres termes. Et Roosevelt, c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir.
Et je pense que c'est vrai. Moi, je vois des gens qui me disent « c'est quand même dommage, tu as une chouette vie, moi je suis derrière un PC toute ma vie, etc. » Et je trouve ça dommage d'avoir comme ça des regrets. Il vaut mieux essayer et puis de se planter que de se dire toute sa vie « j'aurais peut-être pu ou j'aurais peut-être dû ». Et je pense qu'aujourd'hui, avec le Covid, on a plein de choses à tenter. On va se planter, et de nouveau, c'est des choses qu'on trouve sur certains sites et dans certains bouquins, mais plein d'entreprises qui ont réussi aujourd'hui, elles n'ont pas réussi du premier coup. Et les entrepreneurs, souvent qui sont à leur tête, se sont plantés 1 fois, 2 fois, 3 fois avant. Vous avez des entraîneurs sportifs de très haut niveau en Belgique, vous connaissez, vous voyez souvent à la télé, qui ont fait faillite avant d'être entraîneurs sportifs de renommée mondiale. Vous avez des chaînes de restos qui font 100 restos, où les fondateurs ont fait faillite avant de créer cette chaîne de restos. On n'en parle pas, mais n'ayez pas de crainte d'échouer. Par contre, essayez de rater vite, ou de rater avec le moins de conséquences possible. D'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes à un moment donné dans le doute et que vous sentez que ça ne va pas et que vous vous trompez, mais que l'orgueil fait que vous dites ouais, « non, merde, moi ça fait longtemps de temps que je travaille », là, ça peut devenir grave parce que vous commencez peut-être à mettre des économies, à mettre des gens dans le circuit et alors la cata, elle est là. Mais si vous dites assez vite « ça ne va pas du tout comme j'avais imaginé bon, et qu'on fait marche arrière, même peut-être qu'on se porte un petit coup, eh ben, souvent, il y a moyen de s'enterrer par la suite. De nouveau, l'essai, apprendre et à comprendre que l'essai fait partie de la vie de l'entrepreneur et que c'est normal que ça n'aille pas du premier coup. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi le prix Goncourt cette année-ci. Le bouquin, il est magnifique. Le type avant était inconnu. Et donc, ce n'est que son 4e livre qui a été repéré et qui a été nominé. Ben voilà, c'est vraiment cette culture de l'essai. Alors j'arrive sur quelques conseils sur 2-3 fonctions de l'entreprise, le management, la stratégie, l'organisation et la finance, tout ça en 5 minutes. Mais l'idée, c'est de vous donner peut-être un petit truc, vous dites, tiens, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. En termes de management, eh bien, l'idée, c'est d'être vraiment dans une attitude de sentinelle, d'observer, d'écouter, de regarder comment les gens consomment vos produits maintenant que le contexte a un peu bougé, d'écouter ce que l'autre dit, de comment il vit les choses, et puis d'avancer pas à pas, et vous faites vraiment les validations pas à pas. Ce n'est pas le moment de lancer des grands plans de croissance, des gros investissements, c'est plutôt le moment de dire, tiens, on va faire ça, mais de cette manière-là, pour tester le truc. Ça, je pense que c'est l'essentiel, et d'accepter un petit peu de bricoler. Hein, tout ne sera pas parfait. Essayez un peu. Je sais pas, vous avez parfois des concerts de jazz, c'est génial. Ils ont leur cadre, mais après ils improvisent. Parfois c'est super, parfois c'est un peu à côté, mais c'est chouette. Eh bien, acceptez ce bricolage. Acceptez que vous pouvez avoir un espace ou un site web qui n'est pas tout à fait parfait, mais qui vous permet de sentir comment le marché réagit. C'est en général souvent suffisant. Et en cette période-ci, c'est de vous choisir, et ça c'est vraiment pour moi le truc essentiel, un mentor, comme on appelle ça, enfin quelqu'un de confiance, à qui vous allez pouvoir poser vos questions, vraiment livrer vos doutes, avouer certains trucs que vous faites qui ne sont peut-être pas toujours bien, voir comment réagir devant une grosse question, et donc avoir cet effet miroir. Moi, je participe, on est 4, on a fait un petit comité de pilotage, et moi je suis dans le comité d'un des 4 autres, et j'en ai 4, et on se voit une fois tous les 2 mois. Et on a un ordre du jour. Et moi, je dis, tiens, voilà, moi j'ai ça comme question, je me suis planté là-dessus, il y a ça qui fonctionne. Et chacun y réfléchit, on n'a jamais annulé un rendez-vous, on est toujours à l'heure, ça dure 1h15, et on a cet effet de mentoring qu'on se partage. C'est quelque chose d'essentiel. Juste même pour dire, moi, je n'ai pas tout le moral à les gars, eh bien, rien que l'avoir dit et de l'avoir écouté, et ben, on se sent mieux. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, dans ces périodes-ci, sur lesquelles le management, je pense qu'on peut y aller. Et puis, c'est de décider. Et je trouve que c'est moins grave de mal décider que de ne pas décider. D'accord ? Donc, évitez de vous dire, oui, mais si je fais ça, il va quand même se passer ça. Mais si je fais ça, il va se passer ça. Alors là, vous êtes sûr que vous coulez. Il vaut mieux essayer, puis de planter, puis de réagir en fonction d'eux, que de ne pas décider. Et le réflexe qu'on a naturellement, c'est souvent de « je vais attendre un peu, on va voir ». Ben ça, en général, ça se paye à relativement cash. En stratégie,
N'essayez pas de changer le marché, certainement pas maintenant, ça ne va pas marcher. C'est plutôt à nous de nous y adapter. De nouveau, c'est une évidence, mais quand on voit des entrepreneurs qui disent « Mais pourquoi vous faites ça, monsieur ?» J'ai toujours fait ça. Peut-être plus aujourd'hui. Et donc, c'est d'accepter ça. Et parfois, c'est très difficile de l'accepter. Mais c'est lui qui vous dira. Donc, je me repose quelques questions. Quelles sont donc les conséquences sur mon secteur par rapport à la crise? Et finalement, est-ce que ce que j'ai apporté, la valeur que j'apporte à mes clients, il y a 3 ans, 2 ans, 1 an, ou que j'apporterai, est-ce qu'elle est toujours up-to-date aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours quelque chose aujourd'hui qui a de la valeur? Oui, parfait. Non, comment est-ce que je peux réfléchir? Mais quelque chose qui pouvait être très valorisé avant, peut-être qu'aujourd'hui, il est un petit peu moins. Et vice-versa, évidemment. Et donc, finalement, est-ce que vos avantages concurrentiels, aujourd'hui, sont suffisamment forts? Peut-être qu'avant, ne pas avoir de site web et un service de livraison à domicile pour certains commerces, ce n'était pas vraiment conseillé. Mais enfin, il y a moyen de s'en sortir sans. Aujourd'hui, ça peut devenir vraiment quelque chose d'embêtant. Et donc, c'est dire, ça, il faut que je le revoie, quoi. D'accord ? Et grâce au soutien de la région, vous avez des aides pour faire ça. On ne vous dit pas qu'il faut le faire tout seul demain. Vous avez des accompagnateurs, vous avez des experts, vous avez des budgets, vous avez plein de trucs pour vous y aider. Et en stratégie, donc, on a 2 phases parallèles. La première, que je vous invite à suivre, c'est je sécurise l'entreprise comme je peux. D'accord ? Maintenant, on arrive de nouveau. Ça veut dire que je sécurise, ça veut dire que dans mes contrats, je vais essayer d'avoir certaines clauses qui me permettent d'être plus agile. D'accord ? Donc de pouvoir dire, dans notre contrat, on convient que s'il y a ça qui se passe, on peut corriger le truc, on ne se met pas dans des contrats juridiques trop forts. J'ai peut-être aujourd'hui des soucis de trésorerie qui s'annoncent. Je vais protéger l'histoire et je vais mettre des plans d'appurement en place avec les fournisseurs qui vont comprendre. Je vais essayer de le faire picobello. Et ça se fait souvent très bien. Et puis, il y a des primes, il y a des avantages. Je vais essayer de les prendre pour me garder ma petite réserve. Et après, c'est d'agir. Et agir comment? Eh bien, agir à partir de vos forces, de vos talents et de ce que vous savez bien faire. Et donc, l'erreur, très, très courante quand ça ne va pas bien, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je pourrais bien faire d'autre pour m'en sortir? Ça, c'est très courant. Et la bonne question, c'est qu'est-ce que je sais vraiment bien faire qui va me permettre de m'en sortir. Et donc, en période tendue, ce qu'il faut essayer, je pense vraiment, de faire, c'est de revenir sur vos vraies forces et à partir de là, de redire comment est-ce que je peux démarrer ou redémarrer un projet ou une entreprise ou un service. Et de le faire vraiment par rapport à vos clients aussi. Plutôt que d'attaquer le monde entier et de se dire, tiens, je vais essayer de faire plein de clients, mais mes clients, si vous êtes déjà en activité, comment est-ce que je peux essayer de renforcer ce lien avec eux? Et comment est-ce que je peux essayer de développer des choses avec eux? Et comment est-ce que je peux essayer d'augmenter mon chiffre d'affaires avec eux? Bref, de se recentrer là où vous êtes ancré. Et donc, c'est contre-intuitif, ça. C'est contre-intuitif, parce que souvent, quand ça brûle, on court partout. Et donc, essayons peut-être d'y réfléchir et d'avoir des produits ou des services qui vont vous apporter un profit rapide. Si vous vous dites, pour moi, je vais peut-être lancer ça, c'est l'occasion, et si tout va bien dans 3 ans, je risque d'avoir, peut-être pas. Essayez d'avoir maintenant des choses où très vite, vous pouvez avoir, même pas petit peu, mais des profits qui vont arriver. Le traiteur dont je vous parlais, qui a fait des box avec des fiches et tout, il sait que ça existe ailleurs. Mais il a dit, moi, si ça me ramène 1 000 € par mois, ça me ramène 1 000 € par mois. Et effectivement, ça lui a ramené très vite 1 000 € par mois. Et donc, c'est d'essayer d'aller très vite dans le présent, sur ce qu'on est fort, et vraiment de se concentrer là où vous êtes bon. En matière de stratégie aussi, essayez de pouvoir être le plus rapide possible. Ça veut dire d'essayer d'aller très vite entre une commande, la livraison, le paiement, que ça aille vite. Et que si vous deviez changer, c'est que ça puisse aller vite, et de repositionner vraiment le client au centre de votre projet. De se dire, aujourd'hui, le client, il a évolué comme ça, il a besoin de ça, il va consommer plutôt comme ça que comme ça. Comment est-ce que je peux faire pour le capter là où il faut? Et je prends un petit exemple assez intéressant là-dessus. C'est, à un moment donné, tous les magasins étaient fermés, sauf les pépiniéristes. Et j'ai une entrepreneuse
qui dit « mais moi j'ai plein d'objets de déco, mon stock c'est la catastrophe ». Et on réfléchit sur les idées. C'est pas moi qui la trouve, c'est elle qui la trouve. Elle dit « mais si j'allais mettre ça chez les pépiniéristes, en fait, et que je mettais un bon rayon et que quand les gens vont, ils puissent prendre tous mes trucs qui sont en lien avec la pépinière et tout. » Je dis « ouais, essayons ». Boum, elle le fait et ça marche. Et donc, c'est d'essayer, pourquoi de se dire, mais mon client, il va où? Mon client, comme il a le temps, il va aller jardiner, il va aller jeter des plantes, et donc je vais le suivre, mon client. Je vais suivre où il achète. Et à partir de là, je vais essayer de le capter. Et donc ça, c'est, je pense, ce qu'il faut encourager aujourd'hui, et surtout d'être hybride, c'est-à-dire d'être autant dans le physique que dans le digital, certainement, dans la livraison, la distribution, certainement, et la communication encore plus. Ça, je passe, on n'aura pas le temps. Et on l'a déjà dit. Donc, en organisation, je reprends l'idée de la souplesse, de l'agilité, d'essayer d'être le plus capable de pouvoir reculer, de pouvoir aller un peu à gauche, de pouvoir aller un petit peu à droite. Et donc, c'est d'éviter de vous-même vous mettre dans des carcans où on ne sait plus bouger. Pourquoi parfois, on se le met tout seul. Hein. On a une exclusivité avec une chaîne de distribution, on la signe parce qu'on veut être le seul sur le truc, et puis ça ne marche pas, ou on se rend compte que le client ne va plus parce qu'il se passe ça, et on est coincé. Et donc, c'est d'essayer de s'ouvrir par rapport à ça. Je crois que c'est vraiment l'occasion unique d'être dans des relations de proximité. Je trouve que pendant le Covid, un truc chouette, c'est qu'on a découvert qu'il y avait une super ferme à côté, un super magasin de l'autre côté, un menuisier qui pouvait... Et donc, cette proximité, je pense, c'est l'occasion unique de le tester et de continuer après quand on est libéré, et de profiter finalement de l'e-distance. Moi, il y a plein de coaching aujourd'hui que je fais en e-distance et qui se passe très très bien et qui permet d'aller beaucoup plus vite sur les choses. Il y a plein d'offres qui peuvent se faire en e-distance également. Enfin, sur le côté financier, eh bien, je vous dirais, c'est d'essayer d'abord de vous détacher de tous ces boulets. Et ces boulets, c'est quoi? C'est tous vos coûts fixes. Tous ces coûts que vous avez sur le dos, du matin au soir, que vous vendez ou que vous ne vendez pas. Vous dites, monsieur, moi j'ai un loyer, je vais le payer quand même, mon loyer. Oui, il faut le payer. Mais il y a peut-être moyen de le payer à quelqu'un d'autre. Il y a peut-être moyen de dire, tiens, il y a quelqu'un qui peut venir dans mon local, qui peut à un moment donné, etc. Il y a peut-être moyen d'arrêter mon bail et d'aller dans un sorte de coworking, par exemple. Et donc, c'est d'essayer de voir comment vous pouvez vous détacher de tous ces coûts fixes. Des voitures, des machins qui sont peut-être très agréables, mais qui sont des boulets par rapport à des périodes un petit peu de recadrage. De profiter des ressources qui sont mises à votre disposition. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, à Bruxelles, il y avait plein d'entrepreneurs, ils n'étaient pas au courant de tout ce qui était mis en place. Et donc, de prendre le temps, d'aller demander conseil, tiens, mais qu'est-ce qui pourrait m'aider aujourd'hui dans ma situation? Il y a plein de trucs. Et puis, et je ne le dis pas parce que je le suis, mais c'est de se rapprocher de celui qui, normalement, connaît le mieux vos chiffres, c'est de votre expert comptable. C'est d'essayer, à un moment donné, de voir, moi je trouve, au moins trimestriellement, enfin trimestriellement c'est très bien, et juste de dire, tiens, regarde un peu mes quelques chiffres, là, c'est quoi ton impression? Et d'avoir cet échange avec quelqu'un qui est neutre, qui est objectif, qui connaît un petit peu les choses, et qui va pouvoir vous donner un avis de manière plus ou moins objective. Et donc voilà. Pour terminer, il y a de nouveau plein d'idées que j'ai vues, entendues, vécues, sur lesquelles j'avais envie de m'arrêter pour clôturer ici. C'est par exemple une entreprise qui loue effectivement un pop-up store pour tester son marché et pour voir si ça fonctionne. Je vais juste prendre un exemple que vous connaissez, Exki. Exki, aujourd'hui, ils ont 100 magasins. Mais comment ils ont commencé Exki? Ils ont commencé par mettre des sandwichs test dans une sandwicherie, avec un accord, juste pour voir qui allait et ce qui prendrait. Et donc, ils ont été d'abord dans un local d'un autre, ils ont vu comment ça réagissait, ils ont vu que c'était une certaine cible en priorité qui réagissait, les femmes au départ, et à partir de là, ils ont commencé à développer le projet. Sous-louer donc un espace commercial chez un autre et de dire tiens, on a les mêmes clients, on va peut-être sous-louer des espaces, faire de la prospection croisée. C'est vraiment des trucs qu'on ne fait pas assez. On a les mêmes clients. Si toi, quand tu communiques sur ton truc, tu peux me mettre en avant, et moi, quand je communique sur mon truc, je te mets en avant. Ça permet d'avoir des beaux effets de levier. Intégrer des clients dans la production. On va prendre l'exemple IKEA. Hein, vous connaissez les meubles IKEA quand même, je suppose. Vous êtes vraiment intégré dans la production. Enfin, moi, en tout cas, je suis intégré dans la production. Je mets 3 heures pour monter un meuble, mais l'entreprise est intelligente. Elle me fait travailler à sa place. Et donc, en plus,
Les études, elles démontrent que comme j'ai travaillé à ma place, je m'approprie encore plus le bien. Je me rends encore plus compte de sa valeur, puisque j'ai mis 3 heures à le construire. C'est compliqué. Bon. Et donc, c'est des exemples que vous pouvez peut-être mettre à un moment donné, vous aussi. Vous avez des gens qui font des vendanges de champagne, ils appellent des volontaires qui ne sont pas payés, qui viennent faire des récoltes, et le soir, on partage du champagne ensemble. Ils font travailler leurs clients, qui, bien sûr, après avoir travaillé dans les champs, achètent des caisses de champagne, parce qu'en buvant à leurs copains, à leurs amis, ils disent en plus, c'est quoi, moi j'ai été faire la vendange du vignoble. Vous avez des gens qui ont partagé des actifs, qui ont partagé par exemple des cuisines, des traiteurs qui ont dit on va prendre chez un restaurateur fermé, nous on peut aller cuisiner, on va cuisiner dans sa cuisine à des heures différentes et on va pouvoir livrer nos clients sans devoir investir en tant que tel. Et puis vous avez encore des clients qui simplement profitent des savoir-faire des autres, qui partagent les savoir-faire des autres, les actifs des autres, par exemple encore Airbnb. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, en fait, je vais vous dire peut-être plein de choses que vous aviez déjà vu, entendu, vécu. Et moi, mon seul objectif, c'était de se dire, si vous avez une info, un réflexe, un conseil qui peut vous aider, pour moi, c'est gagné. Mais ce que je voulais surtout vous dire, c'est que malgré la conclusion de la journée d'hier, où on se rend compte qu'on perd un peu le contrôle sur certains trucs, c'est qu'à la fois, il y a beaucoup de raisons de se dire, ça ne va pas être drôle. Mais à la fois, il y a beaucoup de raisons d'encore y croire. Voilà, je vous laisse dans l'après-midi, je vais partager avec vous, évidemment. Merci Olivier Kahn. Vous allez peut-être un peu rester le temps des questions-réponses. C'était très bien. Hein, vous avez beaucoup progressé depuis la dernière fois. Merci. Je me suis beaucoup entraîné. Petit compliment. Donc on va, comme on l'a dit, passer aux questions-réponses. Je ne sais pas si Robin est déjà dans le coin. Il est là. Voilà, Robin a le micro. Si quelqu'un a une question, il suffit de lever la main. Robin viendra à vous et vous pourrez la poser à Olivier Kahn. C'est pas forcément mauvais signe, ça veut dire que c'était très clair. Je vois que ça a intéressé tout le monde quand même. Toujours pas de clients, pas de candidats, pas de questions en ligne non plus. Écoutez, on va passer à la suite alors et j'invite à nous rejoindre sur scène Nicolas Pirotte de Sowalfin. On peut l'applaudir aussi. Alors, il a été beaucoup question, vous pouvez vous mettre au pupitre, il a été beaucoup question, Nicolas, de partenariat au début de cet événement, et un nom qu'on a entendu à plusieurs reprises, Sowalfin. Donc, quelles sont les missions, en fait, de Sowalfin? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu du changement dernièrement. Ah, je dois parler de la Sowalfin aussi. Mais oui. D'accord. Je vais vous permettre. Les missions de la Sowalfin, elles sont multiples, mais je ne vais pas être très long. Je pense que la Sowalfin, aujourd'hui, on peut dire que c'est l'agence du gouvernement pour aider les PME, pour accompagner les PME. Alors pour les accompagner tant d'un point de vue financier que d'un point de vue non financier, de services, de conseils. La Sowalfin, elle a de nombreux partenaires. Si on prend du côté financier, c'est les banques notamment, les invests locaux. Mais si on prend au niveau de tout cet aspect non financier d'accompagnement, c'est tous ces opérateurs d'accompagnement économique, comme on les appelle, dont les SaaS, pour reprendre votre intonation. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on nous a invités ici aujourd'hui. Voilà, je crois que... On a compris l'importance de Sowalfin pour les SaaS. Est-ce que l'inverse est réciproque? Ah, mais ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, mon cher. Non. Mais bon, peut-être dans la pause café, on pourra toujours tester. Mais bon, en tout cas, plus sérieusement, peut-être un peu d'historique. Depuis 3 ans. En fait... La Sowalfin, historiquement, c'est un acteur du financement. On intervient sous forme de garantie, de prêts subordonnés, peu importe. Et ça, c'est valable jusqu'en septembre 2018. Et en septembre 2018, pour des raisons X et Y, on nous a confié des missions complémentaires qui sont celles de, effectivement, prendre en charge cet aspect de l'accompagnement, qui est tellement important. Je suis personnellement convaincu qu'un accompagnement de 25 000 € pour dire quelque chose, peut parfois avoir une influence bien plus importante en termes de perspective et de profit pour l'entreprise qu'une subvention ou un prêt de 250 000. Donc, on nous a demandé de travailler à cet accompagnement et pour ce faire, on l'a fait avec les partenaires. Et les partenaires, ce sont effectivement ces opérateurs.
On l'a fait dans un véritable esprit de partenariat. Tout ça reste relativement nouveau, hein. Ça fait jamais que 3 ans dans l'histoire d'une institution, c'est pas grand-chose. On le fait tant bien que mal. Parfois, c'est un peu chaud, il faut bien le dire. Mais je crois que globalement, ça se passe bien. Mais je vous dis, vous leur poserez la question. D'accord. Je n'hésiterai pas. Et alors, quels sont les résultats en fait de ces partenariats? On en est. Bon, je ne sais pas si, oui. Globalement, de nouveau, c'est pour du point de vue de la SOALFIN, on en est satisfait. Mais j'aimerais bien profiter Profiter de la tribune que vous m'offrez justement pour justement faire ce commentaire par rapport à ces partenaires et notamment les SAS, puisque c'est quand même un peu leur journée aujourd'hui. Et aussi de m'inscrire en prolongement avec ce que Olivier vient de présenter. Et sans te flatter, franchement, j'ai été captivé pendant 45 minutes et moi je suis tellement... je ne sais pas tenir en place, c'est vraiment difficile de... C'est une performance que je n'ai pas réussi à faire depuis longtemps. Et donc, je t'écoutais et je mettais en parallèle justement les SAS. Et je me dis, mais en fait, les SAS, mais bon, c'est une envolée tout à fait improvisée, hein, donc vous pouvez me dire si vous n'êtes pas d'accord. Mais je me dis finalement, ces structures, elles ont été pensées pour faire face à la résilience. Parce que, quelque part, qu'il y ait une crise sanitaire ou une crise individuelle, les SAS, elles s'occupent d'un public qui est en crise ou qui a traversé une crise ou qui a traversé une difficulté. Que ça soit une crise sanitaire, que ça soit la perte d'un emploi, que ça soit un moment dans la vie où on est un peu détourné du droit chemin, on doit se remettre sur le chemin. Et tu disais, là je vais quand même reprendre mes quelques notes, tu as commencé en parlant de l'importance de l'humain. Ben, tout à l'heure, Ève, elle a très bien dit, s'il y a bien quelque chose qui caractérise les SAS, c'est qu'elle met l'humain au centre. Et le projet entrepreneurial s'inscrit autour de l'humain. Mais c'est d'abord l'humain. Alors, il y a d'autres représentants d'autres structures ici. Je pense qu'ils sont aussi très sensibles à la question de l'humain, mais je pense qu'effectivement, dans votre démarche, dans le temps que vous prenez pour accompagner l'entrepreneur, l'humain est particulièrement important. Et ce qui est comique, c'est que c'est le premier élément que tu as ciblé dans la question de la résilience, c'est l'humain. Et je me dis, ben tiens, ça c'est quand même intéressant. Et puis, tu as dit, il faut oser tester, oser innover. Bien, les SAS, tout le dispositif de test qui permet à une personne sans emploi de pouvoir tester, de pouvoir innover pendant un certain temps sans prendre trop de risques, parce qu'on dit sans prendre de risques, c'est un peu facile, mais sans prendre trop de risques. Ce dispositif dont les SAS ont la paternité et sont toujours détentrices, si je puis dire, de ce service-là, mais c'est exactement ça. On donne, vous facilitez le fait d'oser, tenter, oser, innover. Et tu parlais aussi de l'importance, et je te rejoins dans une période de crise, mais que ce soit une crise sanitaire, ou je le répète, une crise d'un individu dans sa vie, le time to market, d'être progressif, de s'inscrire progressivement, de ne pas, décidément... Faut faire attention, parce que ça coûte... Oui, je vois, mais c'est parce que vous me mettez là, je me sens conférencier à la place du conférencier. Mais donc, time to market, c'est-à-dire de ne pas brûler les étapes, d'y aller progressivement. On est face à une population qui parfois doit se réinscrire dans un projet de vie de manière progressive. Et là aussi, vous offrez des produits d'accompagnement, le suivi individuel, le suivi collectif, le renforcement des compétences, tout ça s'inscrit dans le temps, tout ça est progressif. Et donc, de nouveau, ça matchait vraiment assez bien avec toute cette question de la résilience au sens large. Voilà, et d'autres éléments, par exemple, c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Hein, c'est cette phrase que tu as citée. Et là aussi, le test que vous développez, vous les SAS, et que vous mettez ce dispositif au profit de ces gens qui... Eh bien voilà, ils vont avoir cette possibilité de réussir. Et donc, je trouvais intéressant, et c'était aussi une manière de saluer vraiment la présentation et de faire le lien, c'est que finalement, les SAS sont vraiment des acteurs d'accompagnement à la résilience des entreprises. Voilà. Mais c'est pour une de l'impro, c'était pas mal hein, quand même. Je crois bah oui, mais voilà. je trouvais ça intéressant. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Ah, ouais, j'ai déjà rajouté par rapport. Bah oui, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, trouvais ça je très sais bien. pas, Moi, sais vous pas voulez si je rester, veux rajouter, mais je pense que j'ai tout dit. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà, je ne sais pas, j'ai pas regardé la liste des participants. Je vois beaucoup de collègues. Là, j'espère qu'il y a des entrepreneurs, des porteurs de projets qui ne connaissent peut-être pas encore tous ces dispositifs d'accompagnement. Et ce que j'ai à rajouter, c'est vraiment profiter de ce moment pour rencontrer ces différents acteurs et pour voir comment, est-ce qu'ils peuvent vous aider dans ce chemin de la résilience et du développement du projet, de votre projet entrepreneurial. Voilà. Merci Nicolas Pirotte. Voilà. Merci beaucoup. Et tic-tac, tic-tac, c'est déjà l'heure des récompenses. Je vais inviter Mathilde Delforge et Eve Jumel à me rejoindre sur le podium, puisqu'elles vont déclarer qui est lauréat. Aujourd'hui, Mathilde Delforge qui va remettre le prix du jury. Et avant cela, on va découvrir évidemment qui étaient ces 12 candidats en vidéo. Voilà, on le découvre, les domaines sont donc très contrastés. J'apprends que le prix du jury s'élève à un montant de 1 000 €. Donc, comme je suis moi-même auto-entrepreneur, si quelqu'un veut glisser mon nom dans une enveloppe, c'est encore le moment. Non, d'accord. Mathilde, donc je vais vous inviter à ouvrir l'enveloppe et nous découvrirons ensemble qui a remporté ce prix du jury. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer que donc, le prix du jury revient à Bertrand Marot pour Bilodge, pour son projet, son entreprise très innovant et qui a un caractère assez durable et pérenne. Donc, félicitations. Voilà, Bertrand Marot, Bilodge, on peut l'applaudir bien fort. Il peut venir nous rejoindre, s'il est là. Bertrand Marot qui peut venir nous rejoindre sur le podium. Bilodge, donc, qui est situé, si je ne me trompe pas, à Marche-en-Famenne, et qui a remporté ce prix à l'unanimité. Ça s'applaudit encore une fois. Et voilà un beau gros chèque comme on n'en voit pas souvent. J'espère que vous saurez le mettre en poche. Alors, Bertrand, vous pouvez venir peut-être au pupitre. Le temps que je vous pose quelques questions sur... Habituellement, sur on fait un bisou entreprise. pour remercier, mais cette fois-ci... Voilà, on check. Alors, vous créez des espaces modulables, design et sur mesure. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, j'ai lancé ma start-up il y a plus ou moins 5 ans. Au départ, j'étais en personne physique. Et le projet, donc, on crée des pavillons qui vont jusqu'à 50 mètres carrés, qui sont réalisés totalement sur mesure en atelier, qu'on charge sur un camion et qu'on livre chez le client avec un camion et une grue. Donc ça va du bureau à la chambre d'hôte, à maintenant même des gîtes, puisqu'on est même capable de superposer des pavillons l'un sur l'autre. Et je dirais que le projet évolue notamment grâce aux facteurs de la crise et notamment à beaucoup d'autres facteurs. Et la crise a été assez positive pour nous, pas dans toutes... Il en faut, hein. Ouais, on a eu aussi des gros problèmes de fourniture, mais la crise a eu en effet un atout très positif, notamment pour les demandes de bureaux, de télétravail, de pull-house. La crise a permis d'avoir des demandes à l'appel. Voilà. Ok. Quelle est la genèse du projet, en fait? Comment vous est venue l'idée et l'envie de créer ce projet? Au départ, je suis ingénieur en construction, j'étais gestionnaire de chantier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'aléas dans la construction traditionnelle. Donc la météo, les problèmes de planning, d'organisation avec les sous-traitants ou les fournisseurs. Et que tous ces aléas créaient au final des conflits ou des problèmes de qualité dans la construction. Et j'avais envie de lancer une entreprise, mais un peu différente des autres, mais je n'avais pas vraiment mon idée. Et je dois dire que on est en plein dans la SaaS, puisque j'ai fait des formations chez Challenge.
Et qu'au cours d'une formation et d'un brainstorming, je ne savais pas du tout ce que c'était un brainstorming, quelqu'un m'a dit bah, tiens, tu ferais bien des petites maisons pour mettre tes grands-parents dans le fond du jardin. Tout le monde rigole. Et puis finalement, je suis rentré chez moi et je me suis dit bah, tiens. Les grands-parents sont quand même. Oui, mes grands-parents se portent bien. Ils ne sont toujours pas derrière chez moi, mais pourquoi pas. Je me suis dit bah, tiens, c'est peut-être pas si bête. Et au final, je n'ai pas encore fait de petites maisons pour les grands-parents. Mais c'est ça qui a donné l'idée au premier cabinet de kiné, qui était d'ailleurs ici à Bouges, chez un kiné à 500 mètres. C'est le hasard complet. Et donc, je pensais à une chose par rapport à votre discours qui était aussi très... je vais vous lancer des éloges, c'était très très intéressant. Je trouvais que c'était très succinct et très complet. Un projet en amène un autre. Donc, au départ, c'était l'idée de... faire des petites maisons pour les grands-parents, et puis ça a été le cabinet de kiné, et puis finalement, on a fait un moulin à grains dans un lodge, et donc voilà, une idée, un projet permet de créer d'autres projets. Alors, où est-ce qu'on retrouve Bilodge? On vous retrouve où? D'abord sur les réseaux sociaux. D'accord. J'ai essayé de diminuer les frais fixes, et donc on ne fait plus de salon. Ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Et donc, on est très actifs sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans notre atelier à Bourdon, juste à côté de Marchand-Famenne, où je vous invite tous à venir nous dire bonjour et à venir, chaque année, on fait une journée porte ouverte. C'est assez intéressant. Ou à nous contacter tout simplement pour passer à l'atelier lors d'un rendez-vous. Voilà. Ou tout à l'heure en buvant un verre. Mais on n'y manquera pas. Merci beaucoup à tous les deux. Et félicitations encore. Je vais vous demander de quitter la scène tout doucement et demander à Ève d'annoncer quant à elle le prix du jury. Alors, Du public, pardon. Oui, voilà, le prix du public est octroyé à Claire Depré, donc des ateliers Claire Depré. Peut-être venir nous rejoindre. Elle a obtenu plus de 700 votes, donc félicitations en tout cas. Voilà, l'atelier Claire Depré qui est situé à Sprimont et qui réalise des tirages d'art grand format. Voilà. On parle de photographie, j'imagine. Voilà, donc... On est quand même sur du grand format. C'est un peu lourd, hein, oui. Là, il ne vaut plus que 400 € maintenant. C'est dommage. Voilà, bonjour Claire, des tirages d'art grand format et d'autres dérivés, si j'ai bien compris. Oui, mais oui, je ne sais pas très bien quoi dire d'autre. D'abord, merci à tout le monde, à mes 700, combien, je ne sais pas. Mais... 700 votants, oui. Waouh, merci. Écoute, oui, moi j'ai un atelier d'impression grand format et de tirage d'art. À la base, je suis photographe. D'ailleurs, on s'est côtoyés sur les Beach Days pendant pas mal d'années. Faut pas dire, hein, ça, sinon voilà. il va y avoir des soupçons. Oui. Non. Et puis voilà, les rebondissements de l'entrepreneuriat font qu'à un moment donné, il faut effectivement rebondir. C'est souvent ce qu'on dit. Et moi, j'ai eu la chance d'être accompagnée par Azimut qui a très très vite répondu à mon rebond. C'est-à-dire du jour au lendemain où j'ai été licenciée, j'ai passé 2-3 coups de fil dans diverses SAS, ou en tout cas j'ai essayé de les contacter. Et les premiers qui ont répondu, c'est-à-dire le lendemain, c'est Azimut. Et j'ai eu le surlendemain, donc 2 jours, rendez-vous avec Florence qui est mon accompagnatrice. Et puis voilà, c'est pas un long fleuve tranquille comme je le dis souvent, mais ça porte ses fruits et ça fait du bien. Et pas l'esprit entrepreneurial de base, mais cette envie... Si, j'étais indépendante depuis quasi le début, au sortir de mes études de Saint-Luc, comme photographe, comme en prise de vue, en agence de presse. Et puis voilà, l'évolution de la presse fait que, au bout d'un certain temps, en tant que femme photographe, c'est bien aussi de s'occuper de sa famille. Hein. Donc, il y a eu à un moment donné un glissement, une évolution évidente entre le reportage pur et dur de presse et le besoin de rester un peu plus à domicile. Ça m'a toujours intéressée, j'ai un régenda en art plastique, donc ça m'a toujours intéressée de répondre à une demande de mes collègues, de mes amis photographes notamment. Et en me disant, en tant qu'imprimeur aussi, parce qu'on a un peu souvent plusieurs casquettes, j'ai mis à profit ces diverses cellules, ces diverses compétences
pour en faire une seule et mettre en place alors l'atelier d'impression grand format. Donc c'est quoi? Je fais de l'impression du tirage d'art et du tirage fine art de très très haute facture. Et ça sert à qui? Pour de l'exposition, pour des exposants. Des expositions. Donc ce sont des photographes, des illustrateurs, des peintres qui viennent à l'atelier pour créer leurs expositions, pour répondre à leurs besoins en termes d'exposition, donc en termes de tirage, en termes de contre-collage sur aluminium dit bon comme ici, en termes d'encadrement, et on fait en même temps le suivi et l'accompagnement et la discussion autour du montage de l'exposition, mais mon talent, ma capacité, c'est vraiment le produit fini de très haute facture. Et alors, c'est une niche très précise, mais ça peut s'utiliser en déco aussi beaucoup, pour des particuliers. Donc, effectivement, il y a quelques particuliers qui viennent à l'atelier. Les demandes au niveau des particuliers, c'est souvent pour du papier peint grand format. Donc, c'est du papier peint sur mesure. Vous avez un mur de 4,25 m sur 3,02 m. Et je voudrais bien un paysage. Voilà, on réalise le papier peint sur mesure en fonction du mur, en fonction du souhait du client. C'est souvent ces demandes-là. Une autre demande de particulier qui a émergé avec le Covid, on parlait de résilience et de rebondir, ça a vraiment été un moment charnière. C'est que j'ai eu 1, 2, 3 demandes de particuliers qui se sont retrouvés chez eux et qui avaient un patrimoine familial de peinture ou de photographie ancienne, et qui se sont dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tiens, on voudrait bien le partager entre les frères et sœurs. Il y a eu des décès de parents, de grands-parents, peintres, artistes. Comment est-ce qu'on va se partager ce patrimoine-là? Et ils sont venus à l'atelier en disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire des reproductions à l'identique? Et donc voilà, effectivement, ce domaine d'activité-là, purement et simplement, est né de la demande des particuliers pour reproduire à l'identique un tableau créé par un grand-parent, un arrière-grand-parent, et pouvoir alors régaler, on va dire, ou en tout cas faire plaisir à l'ensemble de la famille qui héritait de ce patrimoine-là. Ok. Et où est-ce qu'on vous très retrouve? Spécifique. Où est-ce qu'on vous retrouve Alors l'atelier est situé à Fréture, à Sprimont, en région liégeoise. Et pour voir vos travaux Site internet évidemment, clairedepré.be, réseaux sociaux qui fonctionnent bien visiblement, donc je suis très très contente. Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis Azimut qui communique pas mal aussi, donc merci à Azimut et à Sylvie qui s'occupe de tout ça. Voilà, l'atelier Claire Depré, on peut l'applaudir encore une fois. Merci. Et Ève Jumel peut me rejoindre. Claire, vous pouvez y aller. Profitez bien de ces 500 €. Et Ève Jumel, je vais lui laisser donc le loisir de donner le mot de la fin puisque je suis un gros paresseux. Voilà. Merci beaucoup. En fait, moi, je suis super contente aujourd'hui d'être là en présentiel et de pouvoir voir qu'il y a beaucoup de partenaires qu'on connaît actuellement et qui ont répondu présent. Je voulais vraiment remercier, et j'espère que je ne vais pas oublier, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont intervenus dans l'organisation de cet événement. Ça fait quand même pas mal de mois qu'on prépare. Un remerciement particulier, évidemment, à la ministre de l'Emploi, au Fonds social européen, donc, qui nous soutiennent financièrement dans nos activités. Et donc, c'est aussi grâce à vous qu'on est là et qu'on peut accompagner autant de porteurs de projets par an. Remercier l'équipe donc je cite Grégory Dubois de Step Entreprendre qui a vraiment été très actif dans la préparation de l'événement. Vanessa Toffoli qui est une sous-traitante qu'on a engagée, qui est consultante en communication. Donc Vanessa, tu peux même venir, non tu n'as pas envie. Donc il a vraiment bien organisé aussi cet événement. Faut les applaudir. Delphine Warny, donc, qui est chargée de communication chez CréaJob, qui nous a aussi également aidés. Et évidemment Robin de Avomark également, qui est là-bas, donc, qui nous a aidés. Donc ça, c'était vraiment un remerciement un peu particulier. Je voulais surtout remercier les 12 nominés. Donc je ne sais pas si vous pouvez venir... Enfin, si vous êtes tous là, je l'espère. On fera peut-être une photo tous ensemble pour la clôture de l'événement. Mais je vous invite à vous lever et à nous rejoindre ici sur la scène pour réaliser donc, une photo. Alors... J'oublie pas non plus l'équipe technique Coco qui ont fait un travail très professionnel. Je me rends compte que c'est un métier qui n'est pas si facile que ça. Donc merci à Coco qui nous a accompagnés d'une manière technique. Et j'espère que je n'oublie personne. La Soalfine, nos intervenants, Nicolas. Bon, personne ne me dit merci. Et Olivier aussi qui a très bien animé. Oh, écoutez, donc, de venez rien. nous rejoindre et
À la prochaine édition, l'année prochaine. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis sur les réseaux. Merci à vous d'avoir été là. Vous pouvez retourner vaquer à une occupation normale si vous nous suiviez de votre bureau ou de votre salon. Et pour les autres, ceux qui sont présents en chair et en os, on se retrouve à l'étage en dessous pour un cocktail et une nouba de tous les diables. Voilà, merci à tous et à très bientôt.